De l'argent pour ta chirurgie? J'ai une tête de banque? Ma fille vient de hurler ces mots, devant ses voisins, devant tout le monde. Je suis venue à Paris lui demander de m'aider à payer une opération du cœur qui peut me sauver la vie. Elle me pousse vers la porte de son appartement haussmannien, comme si j'étais une mendiante. « Va-t'en! Ne reviens pas sans prévenir. J'ai une vie, moi !» La porte claque. Je reste dans le couloir, avec mes madeleines écrasées dans mon sac et mon cœur malade qui bat beaucoup trop vite. Une voisine me regarde avec pitié avant de détourner les yeux. C'est ma fille, celle pour qui j'ai vendu mes bijoux de famille pour payer ses études de droit, celle pour qui j'ai refusé de refaire ma vie après la mort de mon mari, celle que j'ai aimée inconditionnellement pendant 43 ans. Elle vient de m'appeler mendiante. Dans le train du retour vers la Bretagne, quelque chose se brise en moi. Pas de la tristesse, pas des pleurs, quelque chose de froid, de clair, de définitif. Mathilde compte sur un héritage, la maison familiale de Penmarch face à la mer. 4 générations de Leblanc entre ses murs de pierre. 420 000 € de valeur. Son assurance retraite, son plan B, sa sécurité financière. « Tu as fait ton testament, maman ?» m'a-t-elle demandé 100 fois. Et si je lui enlevais tout ça? L'idée me traverse comme un éclair. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la lucidité. Pourquoi devrais-je mourir dans la précarité pour enrichir quelqu'un qui refuse de m'aider à vivre? Je compose le numéro du notaire. Je veux vendre ma maison, rapidement. En 3 semaines, c'est fait. La maison est vendue. 395 000 € sur mon compte. J'ai payé ma chirurgie dans une clinique privée. 35 000 €. J'ai fait un don de 100 000 € à la recherche médicale pour que d'autres vieilles femmes sans famille ne meurent pas faute de moyens. J'ai loué un petit chalet au bord de l'Audet. Le reste, pour vivre. Enfin vivre. Pour moi. Puis j'ai changé de numéro de téléphone. Mathilde découvre tout 4 mois plus tard, quand elle se rend compte que l'héritage qu'elle planifiait depuis des années a évaporé. Les appels commencent. 15 en 1 heure. Puis les messages. D'abord incrédule, puis paniqué, puis furieux, puis désespéré. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Maman, s'il te plaît, réponds-moi. » J'ai fait une erreur, on peut en parler. Mais mes oreilles sont devenues sourdes à cette voix. Je vis maintenant dans mon chalet. J'ai des rosiers. Je fais de l'aquarelle. Je lis des histoires aux enfants, à la bibliothèque. Une petite fille de 5 ans me serre dans ses bras chaque samedi. « À la semaine prochaine, Dame Simone !» Ces bras d'enfant me font plus de bien que 43 ans de maternité ingrate. Je suis seule, mais je ne suis pas malheureuse. Certains diront que j'ai été cruelle, d'autres diront que j'ai été courageuse. Mais au fond, qu'importe, ce n'est pas leur vie, c'est la mienne. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je la vis vraiment. Ma chirurgie a réussi. J'ai un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle chance. Et Mathilde, elle m'a envoyé une lettre, 7 pages manuscrites. Des excuses, des regrets. Je suis désolée, maman. Je vais changer. Je reviens en Bretagne. J'ai démissionné de Paris. J'ai compris. La lettre est dans le tiroir de ma table de nuit. Je la relis parfois. Certains passages m'adoucissent. D'autres me révoltent encore. Le pardon n'est pas un événement. C'est un processus. Long, difficile, inégal. Peut-être qu'un jour je décrocherai le téléphone. Peut-être que je lui donnerai une chance de reconstruire quelque chose. Pas la relation mère-fille qu'on avait avant. Celle-là est morte dans ce couloir parisien. Mais quelque chose de nouveau, de plus honnête, basé sur le respect, sur la réciprocité, sur la reconnaissance que l'amour maternel ne suffit pas si personne ne le rend. Ou peut-être pas. Peut-être que je vais simplement vivre mes dernières années en paix, avec mes aquarelles et mes rosiers, sans jamais revoir celle qui m'a appelée mendiante. C'est mon choix, mon droit, ma liberté. Parce qu'au bout du compte, j'ai appris une chose. On peut aimer quelqu'un profondément et quand même choisir de s'éloigner. On peut pardonner sans oublier. On peut être une bonne mère sans accepter d'être maltraitée. Et surtout, on peut recommencer sa vie à 72 ans
quand on ose enfin se choisir soi-même. Je m'appelle Simone Leblanc. J'ai 73 ans maintenant. Mon cœur bat fort et régulièrement. Je suis vivante et je suis libre. Je me souviens de tout. De la texture du papier médical sous mes doigts tremblants. De l'odeur de désinfectant dans le cabinet du docteur Morvan. De la façon dont la lumière de février filtrait à travers les stores vénitiens, découpant son visage en tranches d'ombre et de clarté. Il parlait, et moi j'écoutais sans vraiment entendre. Les mots flottaient autour de moi comme des mouettes, au-dessus du port de Penmarch. Sténose aortique sévère, intervention urgente, pronostic préoccupant. Madame Leblanc, vous m'écoutez ? J'ai cligné des yeux. Le docteur Morvan me regardait avec cette expression que j'ai vue 1000 fois sur le visage des médecins dans les séries télévisées. Cette compassion professionnelle qui dit « Je suis désolée, mais c'est votre problème, pas le mien. » Oui, docteur, j'écoute. 6 mois sans intervention, peut-être moins. Votre valve ne tient plus. Le moindre effort. Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai 72 ans. Je comprends ce que le moindre effort signifie. Que monter les escaliers de ma maison pourrait être la dernière chose que je fasse. Que porter mes sacs de courses depuis le carrefour de Quimper pourrait me tuer. Que ma vie, cette petite vie tranquille, que j'ai construite pierre par pierre depuis le décès de Marcel, tient à un fil aussi ténu qu'une toile d'araignée au vent de l'Atlantique. Et la sécurité sociale, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse, couvre une partie. Mais les délais d'attente sont longs, trop longs, dans votre cas. Et il reste un reste à charge, important. Le mot pudique pour dire inaccessible pour une retraitée qui vit avec 1 200 € par mois. Je suis sortie du cabinet avec une enveloppe Kraft contenant mes résultats, mes radiographies, mon arrêt de mort en différé. Le ciel de Quimper était d'un gris pâle, presque blanc. Ce gris particulier de la Bretagne en hiver qui donne l'impression que la lumière vient de partout et de nulle part à la fois. J'ai remonté le col de mon manteau, un vieux Burberry que Marcel m'avait offert il y a 20 ans, et j'ai marché jusqu'au quai de l'Audet. L'eau coulait, indifférente. Des canards se dandinaient près de la berge. Une mère poussait un landau en chantonnant. La vie continuait, comme elle continue toujours, même quand la vôtre est en train de s'arrêter. J'ai pensé à Mathilde, ma fille, mon unique enfant, 43 ans, avocate brillante à Paris, divorcée sans enfant, propriétaire d'un appartement dans le 16e arrondissement dont elle m'avait montré les photos, avec une fierté qui m'avait réchauffé le cœur. Tu vois, maman, tout ce que tu as fait pour moi, ça a servi. C'était il y a 3 ans, lors de sa dernière visite à Penmarch. 3 ans. Depuis, des coups de téléphone espacés, des « joyeux anniversaire maman » par SMS, des excuses. Je suis débordée. J'ai un procès important. Tu comprends? Paris, c'est intense. Je comprenais. J'ai toujours compris. C'est mon talent, comprendre. Comprendre quand elle me disait à 15 ans qu'elle me détestait parce que je ne voulais pas qu'elle sorte en boîte. Comprendre quand elle m'annonçait à 22 ans qu'elle ne voulait pas faire sa licence à Rennes, mais à Paris, loin de cette province étouffante. Comprendre quand elle oubliait de m'appeler pour Noël parce qu'elle était sur les pistes à Courchevel avec des amis. Mais là, assise sur ce banc face à l'Audet, l'enveloppe Kraft sur mes genoux, je me suis dit que peut-être cette fois, elle comprendrait aussi que face à la mort de sa mère, quelque chose en elle se réveillerait. Cette petite fille qui grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires. Cette adolescente qui pleurait dans mes bras après son premier chagrin d'amour. Cette femme qu'elle était devenue et que je connaissais si mal. J'ai sorti mon téléphone. Un vieux Nokia que Mathilde trouvait pathétique. J'ai composé son numéro. Ça a sonné 6 fois avant de basculer sur le répondeur. Sa voix professionnelle, froide. « Vous êtes bien sur la messagerie de maître Mathilde Leblanc. Laissez un message. Ma chérie, c'est maman. J'aimerais qu'on se voie. C'est important. Rappelle-moi quand tu peux. » J'ai raccroché. Un couple de retraités passait devant moi, main dans la main, leurs cheveux blancs, brillant sous la lumière diffuse. L'homme disait quelque chose et la femme riait. De ce rire léger,
des gens qui ont traversé la vie ensemble. Marcel me manquait tellement à cet instant que j'ai dû fermer les yeux pour ne pas pleurer. Mon mari était mort il y a 8 ans d'un AVC brutal. Un matin, il était là, buvant son café en lisant Ouest France, maugréant contre la politique. Le soir, il était parti. « Pas de souffrance », avait dit le médecin. Comme si ça changeait quelque chose. Comme si la souffrance n'était pas celle de ceux qui restent. Après sa mort, j'avais pensé me rapprocher de Mathilde. Peut-être même m'installer à Paris, dans un petit studio proche de chez elle. Mais elle m'en avait dissuadée, avec douceur. « Maman, tu serais malheureuse ici. Tu es bretonne jusqu'aux os. La mer, les crêpes, le beurre salé. Paris, ce n'est pas pour toi. » Elle avait raison, bien sûr. Elle avait toujours raison. Alors j'étais restée à Penmarc'h, dans la maison familiale. Cette bâtisse en pierre de taille face à l'océan, avec ses volets bleus délavés par les embruns, son jardin où les hortensias explosaient en été, sa cuisine aux tomates rouges, où 4 générations de femmes Leblanc avaient pétri la pâte à Queen Yaman. Mon grand-père l'avait construite en 1923, après avoir économisé pendant 20 ans comme pêcheur. Ma grand-mère y avait élevé 7 enfants. Ma mère y avait brodé des nappes qui s'étaient fatées vendues jusqu'à Quimper. Et moi, j'y avais vécu toute ma vie, sauf les 5 années d'études à l'école normale de Rennes. Cette maison, c'était notre histoire, notre racine, notre trésor. Et Mathilde la voulait. Oh, elle ne le disait pas directement, mais je l'entendais dans ses questions. « Maman, tu as pensé à faire évaluer la maison ? Tu sais qu'à Penmarc'h, avec la vue sur mer, ça vaut une fortune maintenant ? Tu as fait ton testament, dis ? Le testament. Comme si j'étais déjà morte. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mathilde. « Maman, semaine horrible. Je t'appelle ce week-end. Bisous. » Ce week-end. C'était jeudi. Le docteur Morvan m'avait dit « urgent ». Les 2 mots ne s'accordèrent pas. J'ai regardé l'enveloppe Kraft, puis l'eau de l'Audet qui continuait à couler, patient témoin des vies humaines qui passent et trépassent sans qu'elles s'arrêtent jamais. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas attendre ce week-end. Le lendemain matin, j'ai pris le TER de 7h43 pour Rennes, puis le TGV de 9h15 pour Paris. J'avais préparé mon sac la veille, une chemise propre, mes papiers médicaux, un foulard que Marcel m'avait ramené de leur voyage à Lyon, et une boîte en fer contenant 2 douzaines de madeleines maison, les préférées de Mathilde, celles qu'elle réclamait enfant en rentrant de l'école. « Maman, t'as fait des madeleines ?» Avec cet accent breton qu'elle a si bien perdu depuis. Dans le train, j'ai répété mentalement ce que j'allais dire. Pas de dramatisation, pas de larmes, juste les faits. « Ma chérie, j'ai un problème de santé. J'ai besoin d'une opération. C'est cher. Je pensais que peut-être tu pourrais m'aider. » Simple, digne, mère à fille. Le paysage défilait derrière la vitre. Les champs de Bretagne ont laissé place aux plaines de la Mayenne, puis aux banlieues parisiennes. Des immeubles de plus en plus nombreux, des tags sur les murs, des voies ferrées qui se multipliaient comme des veines. Paris, la ville où ma fille avait choisi de vivre, loin de moi, loin de la mer, loin de tout ce qui m'avait construite. À Montparnasse, je me suis perdue. Les panneaux indiquaient des directions contradictoires. Des gens me bousculaient sans s'excuser. Une annonce incompréhensible grésillait dans les haut-parleurs. J'ai fini par demander mon chemin à un homme en costume qui m'a indiqué le métro ligne 6 avec un soupir d'impatience, comme si ma question lui volait un temps précieux. Dans le métro, serré entre un jeune homme qui sentait le parfum bon marché et une femme qui parlait fort en arabe dans son téléphone, je me suis sentie vieille et déplacée. Une Bretonne égarée dans ce dédale souterrain où tout le monde semblait savoir où aller, sauf moi. Je suis descendue à Trocadéro, le quartier de Mathilde. Les immeubles haussmanniens se dressaient, majestueux et froids, avec leurs façades de pierre claire et leurs balcons en fer forgé. Des femmes élégantes promenaient des chiens minuscules. Des hommes en costume croisaient des nounous, poussant des landaux Silver Cross. L'argent flottait dans l'air comme un parfum invisible. L'appartement de Mathilde était au 3e étage d'un immeuble rue Beethoven. J'ai sonné à l'interphone.
Pas de réponse. J'ai sonné encore. Toujours rien. Puis j'ai entendu sa voix, brouillée par la friture. « Oui, ma chérie, c'est maman. » Un silence. Long. Trop long. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te voir. Je peux monter ?» Un autre silence. Puis le bourdonnement de la porte qui s'ouvre. J'ai grimpé les escaliers lentement. Mon cœur cognait. La sténose, sûrement. Mais aussi autre chose. Une appréhension. L'instinct maternel qui sait avant de savoir. Mathilde m'attendait sur le palier, en peignoir blanc, les cheveux détachés, un verre de vin à la main. Il était 11h du matin. Elle avait maigri. Ses pommettes saillaient. Ses yeux avaient ce brillant artificiel que donnent les somnifères ou le stress chronique. « Tu aurais pu prévenir ?» a-t-elle dit sans me regarder vraiment. J'ai essayé de t'appeler. Tu ne rappelles jamais. Elle a soupiré et s'est écartée pour me laisser entrer. L'appartement était magnifique. Parquet en pointe de Hongrie, moulures au plafond, baies vitrées donnant sur une cour intérieure arborée. Mais il y avait quelque chose de froid. Pas de photos, pas de bibelot, juste des meubles design blancs et noirs, une bibliothèque remplie de codes juridiques et une cuisine ouverte étincelante qui ne semblait jamais servir. « Tu veux un café ?» a-t-elle proposé sans enthousiasme. « Volontiers. » Elle a lancé la machine Nespresso. Le bruit a rempli le silence. Je me suis assise sur le canapé immaculé, mon sac serré contre moi. Elle m'a tendu une tasse minuscule. Pas de soucoupe, pas de madeleine pour accompagner, même si j'en avais apporté. « Alors ?» a-t-elle dit en restant debout, adossée au comptoir de la cuisine. « Alors, je voulais te voir. Ça fait longtemps. 3 ans, oui. Je sais. Je suis désolée, le travail. Je comprends. » Nous nous sommes regardés. Cette femme devant moi, c'était mon bébé. Celle que j'avais portée 9 mois. Celle dont j'avais soigné les genoux écorchés. Celle pour qui j'avais vendu mes bijoux de famille pour payer ses études de droit à Assas. Celle qui me regardait maintenant comme une obligation sociale. J'ai posé ma tasse. « Mathilde, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Elle a croisé les bras. « Vas-y. » Alors je lui ai tout dit. Le diagnostic, la valve défaillante, les 6 mois, la chirurgie nécessaire, le coût, les délais insupportables du public, ma petite retraite qui ne couvrait rien. J'ai sorti l'enveloppe Kraft, tenté de lui montrer les papiers. Elle n'a pas bougé. « Et donc ?» a-t-elle fini par dire. « Et donc, j'ai pensé que peut-être tu pourrais. » Les mots se sont coincés dans ma gorge. Demander de l'argent à son enfant. Quelle humiliation, quel renversement du monde. Mais n'était-ce pas naturel aussi ? N'était-ce pas ce qu'on faisait dans les familles, s'entraider ? Mathilde a reposé son verre de vin avec un claquement sec. « Tu es en train de me demander de l'argent ? » Oui, c'est un prêt, bien sûr. Je te rembourserai. Avec la maison quand tu seras morte, c'est ça ? Le ton était glacial. Je l'ai regardée, incrédule. « Ma chérie, je ne voulais pas. De l'argent pour ta chirurgie ?» Elle avait crié, vraiment crié. Sa voix résonnait dans l'appartement vide. « J'ai une tête de banque ?» Je me suis figée. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait lâcher là, tout de suite, sur son canapé blanc. « Mathilde, tu débarques sans prévenir. Tu me demandes des milliers d'euros comme si c'était normal. Comme si j'étais ta tirelire personnelle. Je suis ta mère. Et moi, je suis quoi ? Une vache à lait ? Tu crois que j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres ? Tu crois que ma vie est facile ? Que je n'ai pas de problème ? » Elle s'est approchée. Ses yeux brillaient, pas de larmes, mais de rage. « Toute ma vie, tu m'as culpabilisée. Mathilde, pense à ta pauvre mère toute seule en Bretagne. Mathilde, viens me voir, je m'ennuie. Et maintenant ça. Maintenant tu viens quémander. Je ne quémande pas. Si, tu quémandes, comme une mendiante. » Les mots m'ont giflé. Mendiante. Ma propre fille venait de m'appeler mendiante. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. J'ai ramassé mon sac. Les madeleines s'étaient écrasées dedans. Je les sentais, molles et brisées. « Je vais y aller, » ai-je murmuré. « Oui, va-t'en, et ne reviens pas sans prévenir. J'ai une vie, moi, une vraie vie. » Elle m'a pris par le bras,
pas doucement, et m'a poussée vers la porte. J'ai trébuché. Mon épaule a heurté le chambranle. La douleur a fusé, mais je n'ai rien dit. Dans le couloir de l'immeuble, une voisine sortait de chez elle. Une femme d'une 60aine d'années, élégante, qui a vu toute la scène. Son regard passait de moi à Mathilde. Un regard de jugement. « Qu'est-ce que vous regardez ?» a aboyé Mathilde. La femme a baissé les yeux et s'est éclipsée dans l'escalier. Mathilde s'est retournée vers moi. « Dégage !» Puis la porte a claqué. Je suis restée là, dans ce couloir silencieux, avec mon sac qui sentait les madeleines écrasées et mon cœur qui battait beaucoup trop vite. Mes mains tremblaient, mes yeux brûlaient, mais les larmes ne venaient pas. Peut-être étais-je en état de choc. J'ai descendu les escaliers, un pas après l'autre. Chaque marche était une décision de continuer à vivre. Dehors, le soleil de février brillait faiblement. Les gens marchaient, pressés, indifférents. Un bus est passé dans un grondement de moteur diesel. Une enfant pleurait parce qu'elle avait perdu son ballon. Et moi, Simone Leblanc, 72 ans, institutrice retraitée, mère d'une fille qui venait de me traiter de mendiante, je me suis mise à marcher, sans but, juste pour m'éloigner. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais quelque chose venait de se briser. Pas mon cœur malade, quelque chose de bien plus profond. La certitude que l'amour maternel suffisait. J'ai marché pendant 3 heures dans Paris. Mes pieds me faisaient mal dans mes chaussures trop serrées, celles que je gardais pour les occasions, pensant naïvement que demander de l'aide à ma fille en était une. J'ai traversé le pont d'Iéna sans le voir vraiment. La tour Eiffel se dressait quelque part sur ma droite, mais je ne lui ai pas accordé un regard. Les touristes prenèrent des photos, des couples s'embrassaient, des vendeurs à la sauvette proposaient leur tour Eiffel miniature. La vie continuait, indifférente à ce qui venait de se briser en moi. Je me suis retrouvée dans un jardin, le champ de Mars, je crois. Il y avait un banc libre près d'un massif de fleurs, encore endormi. Je me suis assise. Mon sac était lourd. J'ai sorti la boîte de madeleines. Le couvercle s'était ouvert dans la bousculade. Elles étaient toutes écrasées, réduites en miettes dorées qui sentaient encore le beurre et la fleur d'oranger. 43 ans. 43 ans que j'étais la mère de Mathilde. 43 ans de sacrifices, de nuits blanches, d'inquiétude, d'amour inconditionnel. Et tout ce que j'avais récolté, c'était « J'ai une tête de banque ?» et une porte qui claque. J'ai pleuré. Là, sur ce banc, entouré d'inconnus qui ne me voyaient pas. Pas des sanglots, non. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sans que je puisse les arrêter. Une vieille femme qui pleure dans un jardin parisien. C'est tellement banal que personne ne s'arrête. Même pas pour demander si ça va. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mathilde. « Excuse mon ton, mauvaise période. Mais sérieusement, maman, tu ne peux pas débarquer comme ça. J'ai ma vie. Pas de « je suis désolée pour ce que j'ai dit ». Pas de « comment tu vas rentrer ?» Pas de « on peut en reparler calmement ». Juste « j'ai ma vie ». Et moi, je n'en avais pas de vie. J'ai regardé mon reflet dans l'écran du téléphone avant qu'il ne s'éteigne. Une femme de 72 ans, aux cheveux gris mal coiffés, aux rides creusées par les années et le sel marin, aux yeux rougis. Une femme dont le cœur malade pouvait lâcher à tout moment. Une femme seule, mais quelque chose d'étrange s'est produit à cet instant. Au lieu de la tristesse attendue, j'ai senti monter en moi quelque chose de différent. Une clarté froide, une colère blanche, si intense qu'elle ressemblait à du calme. Pendant toutes ces années, j'avais vécu en fonction de Mathilde. Préserver la maison pour elle, économiser pour elle, refuser des opportunités pour elle. Quand Robert, le veuf de Loctudie, m'avait proposé de partir vivre en Espagne avec lui il y a 5 ans, j'avais dit non. Et si Mathilde a besoin de moi? Et si elle veut venir passer des vacances à la maison? Robert était parti seul. Il était mort l'année dernière d'une crise cardiaque, heureuse au soleil d'Andalousie, pendant que moi je restais en Bretagne à attendre des visites qui ne venaient pas jamais. J'ai pensé à la maison de Penmarch, cette bâtisse de pierre que Mathilde convoitait. Ça vaut une fortune maintenant, maman. Elle avait raison. L'agence Le Borgne de Quimper m'avait évaluée à 420 000 € l'année dernière.
quand j'avais demandé, par curiosité, vue sur mer, terrain de 800 mètres carrés, charme authentique breton, un trésor pour Parisiens, en quête de résidence secondaire. Mathilde comptait là-dessus, son assurance retraite, son plan B, sa sécurité financière. Et si je lui enlevais ça? L'idée m'a traversée comme un courant électrique. Pas par vengeance, enfin, pas seulement, mais par lucidité soudaine. Pourquoi devrais-je mourir dans la précarité pour enrichir quelqu'un qui me traite comme une mendiante? Pourquoi préserver un héritage pour quelqu'un qui refuse de m'aider à vivre? J'ai sorti mon téléphone, cherché « Notaire Quimper » sur Google. Plusieurs résultats. J'ai cliqué sur le premier. Maître Kermarec, rue du Chapeau Rouge. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 3 fois. Étude de Maître Kermarec. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais prendre rendez-vous. C'est urgent. C'est à quel sujet, madame? Je veux vendre ma maison. Le train du retour était presque vide. J'ai eu un compartiment pour moi seule. Par la vitre, Paris s'éloignait. Ces immeubles laissaient la place aux champs. Je regardais défiler le paysage sans le voir vraiment. Dans ma tête, un plan se formait. Précis, méthodique. Pour la première fois depuis des années, je prenais une décision qui ne concernait que moi. J'ai dormi par à-coups. Dans mes rêves, Marcel était là. Il me disait « Simone, tu es sûre ?» avec cette voix douce qu'il avait toujours eue. « Sûre de quoi ?» lui demandai-je. « De ce que tu vas faire. » Je me réveillais avant de pouvoir répondre. À Quimper, la pluie avait commencé à tomber. Cette pluie fine et tenace de Bretagne qui vous transperce jusqu'aux os. J'ai pris un taxi jusqu'à Penmarc'h. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années que je ne connaissais pas, essayait de faire la conversation. « Vous revenez de voyage, madame ?» « De Paris. »« Ah, la capitale. C'est beau, hein ?»« Non. » Il n'a plus rien dit après ça. La maison m'attendait. Ses volets bleus. Son jardin aux hortensias endormis. La mer au loin, grise et agitée sous le ciel bas. J'ai payé le taxi et je suis entrée. L'odeur de renfermé m'a accueillie. J'avais quitté la maison depuis à peine 36 heures, mais elle semblait déjà vide, comme si elle savait. J'ai allumé le chauffage, mis de l'eau à bouillir pour un thé. Puis je me suis assise à la table de la cuisine. Cette table en bois massif où 4 générations avaient tous pris leur repas, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un vieux Dell que Mathilde m'avait offert il y a 5 ans, en soupirant. « Maman, il faut que tu te mettes à l'informatique. » J'ai tapé « Vendre sa maison rapidement Bretagne ». Les résultats se sont affichés. Des agences immobilières, des sites de petites annonces, des conseils juridiques. J'ai lu pendant 2 heures, pris des notes sur un cahier, calculé. Avec 421 000 €, je pouvais payer ma chirurgie dans une clinique privée, 35 000 €, faire un don à l'Institut de cardiologie de Bretagne, 100 000 €, louer un petit appartement ou un chalet confortable pour mes dernières années, 1 000 € par mois, soit 12 000 par an. Même si je vivais 10 ans de plus, ça faisait 125 000 €. Il resterait encore 165 000 € pour vivre. Voyager peut-être? Ou simplement avoir la paix. Les chiffres ne m'en témoignent pas. C'était possible, entièrement possible. Le lendemain matin, j'ai appelé l'étude de Maître Kermarec. La secrétaire m'a donné rendez-vous pour le surlendemain, jeudi. « C'est exceptionnel, madame. » Mais Maître Kermarec a eu une annulation. J'ai passé ces 2 jours à mettre de l'ordre dans la maison. Pas pour la vendre, pas encore, mais pour réfléchir. Je rangeais les placards et, avec chaque objet que je touchais, des souvenirs remontaient. La théière en porcelaine de ma grand-mère, le service de table que Marcel et moi avions reçu pour notre mariage, les dessins d'enfants de Mathilde, soigneusement conservés dans une boîte. Pour maman, la plus belle du monde. La plus belle du monde, qui avait une tête de banque. Le mercredi soir, Mathilde m'a appelée. J'ai laissé sonner. Elle a laissé un message. « Maman, c'est moi. Écoute, on s'est mal comprises. Je suis un peu stressée en ce moment. J'ai un procès important. Mais on peut en reparler. De ton problème de santé. Rappelle-moi, ok? Ton problème de santé. Pas
ta maladie, pas ton cœur. Un problème, comme une fuite d'eau ou une voiture en panne. Je n'ai pas rappelé. Le jeudi, à 14h, j'étais dans le bureau de Maître Kermarek. Un homme d'une 60aine d'années, bedonnant, avec des lunettes en demi-lune et cette bonhomie professionnelle des notaires bretons. Son bureau sentait le vieux papier et le cirage. « Madame Leblanc, asseyez-vous. Alors, vous souhaitez vendre votre propriété ? » ?»« Oui. » »« Rapidement, vous avez dit à ma secrétaire ? » ?»« Le plus rapidement possible. » Il a joint ses mains devant lui. « Puis-je vous demander pourquoi cette urgence ? C'est une maison de famille, si je ne m'abuse. Vous y vivez depuis toute ma vie, et avant moi, 3 générations. Alors pourquoi ? J'ai mes raisons, maître. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, longtemps, comme s'il essayait de lire en moi. Puis, il a hoché la tête. Très bien, je respecte votre décision. Vous avez des héritiers ? Une fille, à Paris. Elle est au courant ? Non. Madame Leblanc, je dois vous informer que si vous avez des héritiers réservataires, la loi française protège leur part d'héritage. Vous ne pouvez pas totalement les déshériter. Je ne déshérite personne. Je vends ma maison. De mon vivant. C'est mon droit, non ? Absolument. C'est votre droit le plus strict. Mais, pardonnez-moi d'insister. C'est une décision importante, irréversible. Une fois la maison vendue, vous ne pourrez plus. Maître Kermarek, j'ai 72 ans. J'ai une sténose aortique qui peut me tuer à tout moment. Je suis parfaitement lucide et je sais exactement ce que je fais. Pouvez-vous m'aider ou dois-je chercher un autre notaire ? Il a soupiré. Je peux vous aider. Il faudra faire une estimation, publier une annonce, organiser des visites. Combien de temps ? Avec le marché actuel à Penmarch et vu l'emplacement de votre propriété. 1 à 3 mois, je dirais. C'est trop long. Madame, y a-t-il un moyen d'accélérer ? Il a réfléchi. Vous pourriez accepter un prix légèrement inférieur au marché. Les agences ont des listes d'acheteurs prêts à signer rapidement. Mais vous perdriez peut-être 20 ou 30 000 euros. Faites-le. Vous êtes sûr ? Absolument sûr. Les choses se sont enchaînées avec une vitesse qui m'a surprise moi-même. Maître Kermarek a contacté l'agence Le Borgne. Ils avaient effectivement 2 couples parisiens intéressés par des propriétés face à la mer à Penmarch. Les visites ont été organisées pour le mardi suivant. J'ai passé le week-end à préparer la maison. Nettoyer, ranger, désencombrer. Chaque pièce me racontait une histoire que j'étais en train de refermer. Dans le grenier, j'ai trouvé des cartons de vêtements de Mathilde enfant, ses robes d'été, ses chaussures de communiante, son doudou, un lapin rose élimé qu'elle appelait Carambar. Je l'ai serré contre moi. Et pour la première fois depuis Paris, j'ai failli vaciller, failli décrocher le téléphone, failli tout annuler. Mais mon portable a sonné à ce moment précis. Un numéro inconnu. « Madame Leblanc, c'est le secrétariat du docteur Morvan. Nous vous appelons pour savoir si vous avez pris une décision concernant votre intervention. Les délais dans le public s'allongent. Nous en sommes maintenant à 8 mois d'attente minimum. 8 mois. Je n'avais pas 8 mois. Je vais la faire dans le privé, ai-je répondu. Très bien. Je vous envoie les coordonnées de la clinique Saint-Yves à Rennes. Il faudra prévoir une consultation préopératoire et envoyez-moi tout par mail. Je m'en occupe. J'ai raccroché. Le lapin rose était toujours dans ma main. Je l'ai remis dans le carton, fermé le couvercle. Les visites se sont déroulées le mardi comme prévu. Le premier couple était dans la quarantaine, lui trader, elle architecte. Ils ont parcouru la maison en prenant des photos, en parlant de potentiel, d'aménagement possible, de rénovation complète. Elle voulait ouvrir tout ça, moderniser, casser ce mur entre la cuisine et le salon pour faire un espace de vie ouvert, casser le mur que mon grand-père avait monté pierre par pierre. Ils sont repartis en disant qu'ils allaient réfléchir. Le deuxième couple était plus âgé, la cinquantaine. Lui, médecin à la retraite anticipée. Elle, professeure de lettres. Ils ont visité lentement, respectueusement. Elle s'est arrêtée devant la fenêtre de la cuisine. « Cette vue !» a-t-elle murmuré. « On se croirait dans un tableau.
C'est ce que disait toujours mon mari. Il est décédé il y a 8 ans. Je suis désolée. Elle avait l'air sincère. Pas de cette politesse automatique que les gens sortent par réflexe. Vraiment désolée. Ils sont repartis en disant qu'ils me recontacteraient rapidement. Le lendemain, l'agence m'a appelé. Le second couple faisait une offre. 395 000 €. Un peu en dessous de l'estimation, mais ils étaient prêts à signer dans la semaine et à payer comptant. Pas de prêt bancaire, pas de complications. Qu'en dites-vous, Madame Leblanc? J'ai regardé par la fenêtre. La mer était calme ce jour-là. Un voilier passait au loin. J'accepte. Vous en êtes certaine? Vous ne voulez pas réfléchir? J'ai réfléchi toute ma vie. J'accepte. La signature chez le notaire a été fixée au 15 mars, soit dans 3 semaines. 3 semaines pour refermer 72 ans de vie. J'ai commencé à trier, à jeter, à donner. Les meubles partiraient avec la maison. Les acquéreurs les voulaient. C'est tellement authentique. J'ai gardé quelques photos, quelques lettres, quelques objets. Le strict minimum. Le reste, je l'ai proposé à Emmaüs. Ils sont venus avec un camion. Les bénévoles étaient très gentils. Ils chargeaient en me demandant « Vous êtes sûr pour cette armoire? Elle est magnifique. » J'étais sûre de tout. Mathilde m'a rappelé 2 fois cette semaine-là. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé des messages de plus en plus agacés. « Maman, tu boudes maintenant? C'est ça? Tu ne réponds plus à ta fille? On est adulte, non? On peut discuter? » Discuter. Comme si ce qui s'était passé pouvait se régler par une discussion. Le dimanche soir, elle m'a envoyé un long SMS. « Maman, je sais que je t'ai blessée. Je me suis emportée. Mais tu dois comprendre ma situation. Je traverse une période difficile au travail. J'ai des soucis financiers dont je ne t'ai pas parlé. Mon ex me réclame une pension que je n'ai pas. L'appartement me coûte une fortune. Je ne roule pas sur l'or, contrairement à ce que tu penses. Mais on peut trouver une solution pour ta santé. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, quand j'aurai soldé mes dettes. Tu peux attendre un peu, non? Les médecins exagèrent toujours. Tu es solide. Rappelle-moi, je t'aime, je t'aime. 3 mots à la fin d'un message qui disait essentiellement « Attends d'être morte, ce sera plus simple pour moi. » Je n'ai pas répondu. Le 15 mars à 10h du matin, j'étais dans l'étude de Maître Kermarek. Les acquéreurs étaient là, Monsieur et Madame Briand, souriants, excités. Elle serrait la main de son mari. « On n'arrive pas à y croire. Notre maison de rêve. » Votre maison de rêve était ma vie entière. Le notaire a lu l'acte. Les pages défilaient. Les époux Briand acquièrent. Situé à Penmarch. Cadastre section. Pour la somme de 395 000 €. J'ai signé là où il fallait. Paraphé chaque page. Ma main ne tremblait pas. J'étais étonnamment calme, presque détachée. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui vendait sa maison familiale. Madame Briand m'a tendu une enveloppe à la fin. « C'est pour vous. C'est juste. Une petite attention. À l'intérieur, une carte avec des fleurs peintes à l'aquarelle. Nous prendrons soin de votre maison comme vous l'avez fait. Merci de nous permettre d'écrire notre histoire dans ces murs. J'ai dû sortir un mouchoir. Excusez-moi. »« Non, c'est normal, » a dit Monsieur Briand. « C'est forcément difficile. Si ça peut vous rassurer, on ne va rien détruire. Juste restaurer, avec respect. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Dehors, il pleuvait. Une pluie battante. Maître Kermarek m'a raccompagné sous son parapluie jusqu'à ma voiture. Enfin, l'ancienne voiture de Marcel que je conduisais rarement. « Madame Leblanc, puis-je vous demander ce que vous allez faire maintenant? » « Vivre, maître. Simplement vivre. » Le virement est arrivé sur mon compte le lendemain. 395 000 €. J'ai fixé les chiffres sur l'écran de mon ordinateur pendant un long moment. C'était surréaliste. Toute ma vie convertie en chiffres digitaux. J'ai immédiatement transféré 35 000 € à la clinique Saint-Yves. Ma chirurgie était programmée pour le 5 avril. 3 semaines. Puis j'ai appelé l'Institut de cardiologie de Bretagne. La responsable des dons était une jeune femme enthousiaste qui ne s'attendait visiblement pas à ma proposition. 100 000 €? Vous êtes sûre, madame?
Absolument. Pour la recherche sur les valvulopathies et pour aider les patients qui n'ont pas les moyens de se faire opérer rapidement. C'est extraordinairement généreux. Nous pourrions organiser une petite cérémonie, vous mettre en avant. Non. Anonymat complet. C'est ma condition. Très bien. Nous respectons votre souhait. Au nom de tous les patients que vous allez aider, merci. J'ai raccroché avec une sensation étrange, légère, comme si un poids s'était envolé. Ensuite, j'ai cherché un logement à louer. Quelque chose de petit, de simple, de lumineux. J'ai trouvé un chalet en bois, à la lisière de Quimper, près de l'Audet. 50 mètres carrés. Une chambre, un salon ouvert sur une kitchenette, une salle de bain. Et surtout, une grande terrasse donnant sur la rivière, avec un jardin où je pourrais planter des rosiers. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années qui vivait à Nantes, me l'a loué pour 950 € par mois, charges comprises. Vous savez, madame, j'ai eu beaucoup de demandes. Mais vous avez l'air de quelqu'un qui prendra soin du lieu. Je vous le promets. J'ai emménagé le 1er avril. Mes cartons tenaient âme dans la voiture. Une vie entière réduite à 4 cartons, une valise et quelques meubles que j'ai achetés d'occasion chez Emmaüs. Une table ronde, 2 chaises, un fauteuil confortable, un lit simple, le strict nécessaire. Le chalet était vide quand je suis arrivée, mais pas froid. La lumière entrait à flot par les grandes baies vitrées. J'ai ouvert les fenêtres. L'air sentait l'eau de la rivière et l'herbe fraîche. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Le 2 avril, Mathilde a enfin compris. Je ne sais pas comment. Peut-être une amie commune à Penmarc'h qui avait vu le panneau « Vendu » devant la maison. Peut-être les brillants qui avaient commencé les travaux de rénovation et que les voisins avaient interrogé. Peu importe. Mon téléphone a explosé. 15 appels manqués en 1 heure. Puis les messages. D'abord incrédule. « Maman, on me dit que tu as vendu la maison ? C'est une blague ? » Puis paniqué. « Rappelle-moi immédiatement. Il faut qu'on parle. » Puis en colère. « Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ma maison aussi. Mon héritage. Tu es devenue folle ? » Puis désespéré. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. On peut arranger les choses. Je t'en supplie. » Je les lisais calmement, assise sur ma terrasse avec une tasse de thé. Le soleil déclinait sur l'Audet. Un héron cendreux pêchait près de la berge. J'ai répondu par un seul message. « La maison était à moi. J'en ai fait ce que je voulais. Tu m'as dit que tu avais une vie. Moi aussi. Bonne continuation. » Puis, j'ai bloqué son numéro. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais pas douloureux. Libérateur. Le 5 avril, je me suis réveillée à 5 heures du matin. C'était le jour de ma chirurgie. J'avais préparé un petit sac, des vêtements propres, ma brosse à dents, un livre que je n'aurais probablement pas la force de lire, et une photo, une seule. Mathilde et moi à la plage de Penmarc'h. Elle avait 7 ans. On mangeait des glaces en riant. J'ai regardé cette photo longtemps. Cette petite fille aux cheveux emmêlés par le vent. Cette mère jeune et heureuse qui croyait que l'amour suffisait. Puis, je l'ai rangée dans mon sac. À la clinique, tout le monde était efficace et gentil. L'anesthésiste m'a expliqué la procédure. Le chirurgien est venu me voir. « Madame Leblanc, vous êtes prête ?» J'étais prête. Sur le brancard qui m'emmenait vers le bloc, j'ai pensé à ma mère. Elle était morte quand j'avais 50 ans. Je me souvenais de ses derniers mots. « Simone, sois heureuse. C'est tout ce qui compte. Sois heureuse. » J'avais mis 72 ans à comprendre ce que ça voulait vraiment dire. L'anesthésiste m'a demandé de compter à rebours depuis 10. 10. La maison vendue. 9. L'argent donné à ceux qui en avaient pour besoin. 8. Le chalet au bord de l'Audet. 7. La liberté retrouvée. 6. Mathilde qui découvrait que les conséquences existaient. 5. Moi qui choisissais enfin. 4. Le pardon que j'accorderais peut-être un jour. 3. Mais pas l'oubli. 2. Ma vie qui recommençait. 1. Je me suis réveillée 12 heures plus tard. Une infirmière souriait au-dessus de moi. « Madame Leblanc, tout s'est très bien passé. Votre nouvelle valve fonctionne parfaitement. Ma nouvelle valve.
mon nouveau cœur, ma nouvelle vie. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. J'allais vivre. Et cette fois, j'allais vivre pour moi. Les premiers jours après l'opération ont été difficiles. Pas physiquement. Mon corps répondait bien. Ma nouvelle valve fonctionnait comme une horloge suisse. Mais intérieurement, j'avais des moments de vertige. Pas à cause des médicaments, mais à cause de ce que j'avais fait. La nuit, dans ma chambre de clinique, je me réveillais en sursaut avec cette pensée. J'ai vendu la maison. J'ai vraiment vendu la maison. L'infirmière de nuit, une jeune femme douce qui s'appelait Anaïs, me trouvait parfois assise dans le lit, les yeux ouverts, dans le noir. « Ça va, Madame Leblanc? Vous avez mal quelque part? »« Non. Enfin, oui, mais pas là où vous pensez. » Elle s'asseyait au bord du lit, malgré le règlement qui devait l'interdire. « Vous voulez en parler ?» Et je parlais. Je lui racontais tout. La maison, Mathilde, Paris, la décision. Elle m'écoutait sans me juger, en hochant la tête de temps en temps. « Vous savez ce que je pense ?» finissait-elle par dire. « Je pense que vous êtes très courageuse et que votre fille va peut-être mettre du temps à comprendre, mais qu'elle comprendra. Un jour. Vous croyez? J'en suis sûre. Les gens finissent toujours par comprendre, quand ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable. Je suis sortie de la clinique le 12 avril, exactement une semaine après l'opération. Le chirurgien était ravi. « Vous avez le cœur d'une femme de 50 ans maintenant, Madame Leblanc. Prenez soin de lui. » J'avais envie de lui dire que c'était exactement ce que je comptais faire. Prendre soin de moi. Enfin, retour au chalet. Le printemps explosait partout. Les arbres le long de l'Audet se couvraient de feuilles tendres. Des jonquilles sauvages poussaient dans le jardin. J'ai passé l'après-midi à marcher lentement dans l'herbe, à respirer l'air tiède, à écouter le chant des oiseaux. Mon téléphone, j'avais changé de numéro 3 jours avant l'opération, ne sonnait jamais. Le silence était total. C'était magnifique. Les semaines suivantes, j'ai organisé ma nouvelle vie, petit à petit, sans précipitation. J'ai acheté des rosiers chez un pépiniériste de Quimper, un vieil homme qui s'appelait Yves et qui m'a expliqué pendant 1 heure comment les planter, les tailler, les nourrir. Les roses, madame, c'est comme les enfants. Il faut les aimer, mais pas trop. Les laisser respirer. J'ai souri à la métaphore. J'ai aussi rejoint un atelier de peinture aquarelle à la Maison des Associations, le mercredi après-midi. Nous étions 8, tous retraités, à essayer de capturer la lumière bretonne sur du papier canson. Je n'avais jamais touché un pinceau de ma vie, mais l'animatrice, une ancienne prof d'art plastique nommée Colette, était patiente. « Ne cherchez pas la perfection, Simone. Cherchez l'émotion. » L'émotion. J'en avais à revendre. Ma première aquarelle représentait la mer à Penmarch, grise et agitée, comme dans mes souvenirs. Colette la regardait longtemps. « C'est mélancolique, mais beau. Vous peignez quelque chose que vous avez perdu ? » Oui et non. Je peins quelque chose que j'ai libéré. Elle n'a pas posé d'autres questions. Le samedi matin, je faisais du bénévolat à la bibliothèque municipale de Quimper. 3 heures à ranger les livres, à conseiller les lecteurs, à lire des histoires aux enfants dans le coin jeunesse. Les petits s'asseyaient en tailleur devant moi, les yeux brillants, et je leur lisais Pierre Lapin ou Le Petit Prince, avec ces voix différentes que je faisais autrefois pour Mathilde. Une petite fille de 5 ans, Louise, était devenue ma préférée. Elle me serrait toujours dans ses bras, à la fin de l'histoire. « À samedi prochain, Dame Simone !» Ses bras d'enfant autour de mon cou me faisaient un bien fou. Ma vie avait pris un rythme, lent, paisible. Je me réveillais quand je voulais, prenais mon café sur la terrasse en regardant la rivière, lisais des romans que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir, cuisinais pour moi, des plats simples mais bons. Le soir, j'écoutais France Musique en tricotant des écharpes que je donnais ensuite à une association pour les sans-abri. J'étais seule, mais je n'étais pas malheureuse. C'est ça qui m'étonnait le plus, cette capacité à être heureuse sans personne. Pendant toutes ces années, j'avais cru que mon bonheur dépendait de Mathilde, de ses visites, de ses coups de téléphone, de son approbation.
Mais là, dans mon petit chalet avec mes rosiers et mes aquarelles, je découvrais une vérité simple. On peut être complet tout seul. Fin mai, j'ai reçu une lettre. Pas à mon adresse. Je n'en avais donné à personne, mais à la bibliothèque. La responsable me l'a tendue avec un air embarrassé. « Quelqu'un l'a déposé pour vous, Simone. Je ne savais pas que vous receviez du courrier ici. L'enveloppe était épaisse. Papier de qualité. Mon nom écrit à la main. Je reconnaissais l'écriture. Mathilde. Je suis rentrée au chalet avant de l'ouvrir. J'ai fait du thé. Me suis installée sur la terrasse. Le soleil déclinait. Un héron pêchait dans la rivière, immobile comme une statue. J'ai décacheté l'enveloppe. Il y avait 7 pages manuscrites. L'écriture tremblait parfois. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si elle arrivera jusqu'à toi. Mais j'ai essayé tous les moyens de te joindre et je n'ai plus que celui-là. Je ne vais pas te mentir en prétendant que j'ai immédiatement compris. Quand j'ai appris que tu avais vendu la maison, ma première réaction a été la colère. Une colère noire. Comment avais-tu pu me faire ça? Cette maison était mon enfance, mon histoire, mon avenir financier aussi, je ne vais pas te mentir. J'avais des projets, des plans. Et tu as tout balayé. Mais ensuite, après des semaines à ressasser, quelque chose s'est fissuré en moi. Je suis retournée à Penmarch. J'avais besoin de voir. La maison est méconnaissable. Les nouveaux propriétaires ont repeint les volets en blanc. Ils ont installé une véranda. Le jardin est impeccable, avec des massifs de fleurs géométriques qui n'ont rien à voir avec tes hortensias sauvages. C'est beau, à leur manière. Mais ce n'est plus notre maison. Je me suis assise sur la digue, face à la mer. Et j'ai pleuré. Pas sur la maison. Enfin, pas seulement. Mais sur nous. Sur ce que je t'ai dit. Sur la façon dont je t'ai chassé. J'ai une tête de banque? Mon Dieu, maman. Comment ai-je pu dire ça? À toi. À ma propre mère. Une femme qui a tout donné pour moi. Qui a vendu ses bijoux pour mes études. Qui a mis sa vie entre parenthèses pour que je puisse construire la mienne. Je pourrais te dire que j'étais stressée, que le travail me rongeait, que mon divorce m'avait laissée amère et méfiante, que Paris me transforme en quelqu'un que je ne reconnais plus. Tout ça est vrai, mais ce ne sont que des excuses. La vérité, c'est que j'étais devenue égoïste, calculatrice, dure. Je te voyais comme un fardeau, une obligation, quelqu'un qui me rappelait mes origines bretonnes que je voulais oublier pour m'intégrer dans ce milieu parisien où tout le monde ment sur son passé. Et puis, tu es venu me demander de l'aide, une aide vitale. Et au lieu de te serrer dans mes bras, au lieu de te dire « Bien sûr, maman, on va trouver une solution ensemble », j'ai vu un problème, une dépense, un inconvénient. Je suis allée voir un psychologue. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Il m'a fait comprendre des choses sur moi, sur nous, sur cette distance que j'ai créée, pierre par pierre, pour m'éloigner de toi. Pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que j'avais peur de devenir toi. Peur de cette vie simple et rangée. Peur de rester coincée en Bretagne. Peur de ne pas réussir. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment réussi, maman? J'ai un appartement vide, une carrière qui me dévore, aucun ami véritable. Et j'ai perdu la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. J'ai appris pour ta chirurgie, par le notaire, Maître Kermarek. Il a refusé de me donner ton adresse. Le secret professionnel, m'a-t-il dit. Mais il m'a confirmé que tu avais survécu, que tu allais bien, que tu avais fait un don important à la recherche médicale, que tu vivais quelque part à Quimper. J'ai aussi appris que tu avais bloqué mon numéro. Je le mérite, entièrement. Je ne t'écris pas pour te demander pardon. Enfin, si, bien sûr que si. Mais je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Certaines choses sont impardonnables. Ce que je t'ai fait en fait partie. Je t'écris surtout pour te dire que j'ai compris. Trop tard, oui, mais j'ai compris. Tu as vendu la maison parce que tu avais le droit de choisir ta vie. Parce que tu ne me devais rien. Parce qu'un héritage ne se mérite pas par le simple fait d'exister, mais par l'amour qu'on donne. Et je ne t'en ai pas donné. Pas quand tu en avais besoin. Je ne te demande pas de me recontacter. Je ne te demande rien en fait.
Je voulais juste que tu saches que je pense à toi tous les jours, que je regrette chaque mot, chaque regard méprisant, chaque coup de fil non retourné. Je voulais aussi te dire que j'ai démissionné de mon cabinet. Je quitte Paris, je retourne en Bretagne. Pas à Penmarch, je ne pourrais pas supporter de voir la maison transformée. Mais à Vannes, j'y ai trouvé un poste dans un petit cabinet qui fait du droit des associations et de l'aide juridique gratuite pour les personnes en difficulté. Ça paye 3 fois moins que mon ancien salaire. Mais peut-être que je vais enfin dormir la nuit. Peut-être que je vais redevenir quelqu'un de bien. Quelqu'un dont tu aurais pu être fier. J'ai gardé une seule chose de la maison. Les brillants ont accepté de me la donner. C'était dans le grenier. Mon doudou. Carambar, tu te souviens? Il sent encore la lavande, comme toutes les armoires de la maison. Je le serre parfois contre moi. Et je me souviens de la petite fille que j'étais. Celle qui pensait que tu étais la plus belle et la plus forte du monde. Elle avait raison. Je t'aime, maman. Je sais que ça ne change rien. Mais je t'aime. Ta fille, Mathilde PS. Si un jour tu veux me revoir, même juste pour me crier dessus, même juste 5 minutes, mon nouveau numéro est en bas de cette page. Mais je comprendrai si tu ne l'appelles jamais. Je comprendrai. J'ai pleuré sur cette lettre. Pas des larmes de colère, pas des larmes de tristesse, des larmes complexes, faites de tout, à la fois. De la douleur, oui, mais aussi du soulagement. Et peut-être, le début de quelque chose qui ressemblait au pardon. Je n'ai pas appelé tout de suite. Il fallait que je réfléchisse, que je laisse décanter. Pardonner n'était pas oublier. Pardonner n'était pas revenir en arrière. Mais peut-être que pardonner, c'était accepter que les gens pouvaient changer. Même quand le mal était fait. J'ai gardé la lettre dans le tiroir de ma table de nuit. Pendant des semaines, je la relisais. Certains passages m'adoucissaient, d'autres me révoltaient encore. Peur de devenir toi. Cette phrase me faisait mal chaque fois. Comme si ma vie, cette vie simple et honnête que j'avais menée, était une catastrophe à éviter. Mais je comprenais aussi. J'avais eu 20 ans, moi aussi. J'avais eu cette envie de m'enfuir de Bretagne, de découvrir le monde. Sauf que moi, j'étais revenue. J'avais choisi les racines. Mathilde avait choisi l'envol. Aucun de ces choix n'était meilleur que l'autre, juste différent. En juin, j'ai eu une conversation avec Colette, mon professeur d'aquarelle. Nous prenions un café après le cours. Elle m'a demandé si j'avais de la famille. Une fille, à Paris. Enfin, elle revient en Bretagne apparemment. Vous la voyez souvent? Non. Nous sommes en froid. C'est triste. La vie est trop courte pour les conflits. Parfois, les conflits sont nécessaires, ai-je répondu, pour établir des limites, pour dire stop. Vous avez raison. Mais les limites, une fois établies, on peut choisir de les rouvrir. Ou pas, c'est ça, la liberté. Rouvrir. Le mot résonnait en moi. Le soir même, j'ai sorti la lettre. J'ai relu le post-scriptum, le numéro de téléphone. J'ai regardé mon propre téléphone, puis la rivière par la fenêtre. Le héron était là, fidèle. Il pêchait avec une patience infinie. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 3 fois. Puis la voix de Mathilde, hésitante. « Allô ? C'est maman. » Un silence. Long. Je l'entendais respirer. « Maman, mon Dieu, tu as appelé. J'ai lu ta lettre. Et je ne sais pas encore ce que je ressens. Mais je voulais que tu saches que je l'ai lu, que je t'ai entendu. » Sa voix s'est brisée. « Merci. Merci d'avoir appelé. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que tu le ferais. Moi non plus. » Un autre silence, moins pesant, presque doux. « Comment tu vas ?» a-t-elle demandé timidement. « Bien. Je vais bien. J'ai un chalet au bord de l'Audet, des rosiers, des aquarelles, une vie simple. C'est exactement ce que je voulais. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Et toi? Vannes? Je m'installe le mois prochain. J'ai trouvé un petit appartement près du port. Rien à voir avec Paris. Mais c'est bien. C'est apaisant. Tant mieux. » Encore un silence. Puis, elle a osé. Est-ce qu'on pourrait se voir? Un jour? Pas tout de suite si tu ne veux pas. Mais un jour,
J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à cette petite fille qui mangeait des glaces sur la plage, à cette adolescente qui pleurait dans mes bras, à cette femme qui m'avait appelée mendiante, à cette autre femme qui écrivait 7 pages de regrets. Peut-être, ai-je fini par dire, un jour, quand je serai prête. Je comprends. Je vais attendre, aussi longtemps qu'il faudra. Mathilde ? Oui ? Tu as dit dans ta lettre que tu voulais redevenir quelqu'un de bien. Ce n'est pas redevenir, c'est devenir, pour la première fois. Et c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est possible. Elle a pleuré. Je l'entendais à travers le téléphone. Je vais essayer, maman. Je te le promets. C'est tout ce que je demande. Nous avons raccroché. Mon cœur battait fort. Mais pas à cause de la sténose. Elle était réparée. À cause de l'émotion, de la peur, de l'espoir mêlé. Juillet est arrivé avec sa chaleur et ses touristes. Quimper se remplissait de familles, en shorts et tongs, d'enfants qui mangeaient des crêpes, de couples qui visitèrent la cathédrale. Je continuais ma petite vie. Aquarelle, bibliothèque, jardinage, lecture. Mathilde m'envoyait des SMS de temps en temps. Jamais intrusifs, jamais demandeurs. Juste, je pense à toi, maman, avec une photo de Van. Ou, j'ai mangé des Queen Zaman aujourd'hui. Pas aussi bon que les tiens. Je répondais parfois, pas toujours, petit à petit, à mon rythme. Un matin d'août, alors que je plantais de nouveaux rosiers, j'ai entendu une voiture se garer devant le chalet. J'ai levé la tête. Une Renault Clio grise. Quelqu'un en est descendu. Une femme. Mathilde. Elle était là, sur mon allée gravillonnée. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient à la plus courts. Elle portait un jean simple et un t-shirt blanc. Rien à voir avec ces tailleurs de Paris. Elle tenait un bouquet de fleurs des champs. Nous nous sommes regardés. 10 mètres nous séparaient. Une éternité. « Je ne suis pas venue pour te forcer à quoi que ce soit », a-t-elle dit d'une voix mal assurée. Je passais dans le coin. J'ai demandé à plusieurs personnes. Quelqu'un à la bibliothèque m'a dit que tu vivais ici. Je voulais juste te voir, de loin. M'assurer que tu allais vraiment bien. J'ai posé mon transplantoire, enlevé mes gants de jardinage. Mon cœur cognait. Mais c'était une bonne douleur. La douleur de quelque chose qui revit. Tu es là maintenant, ai-je dit. Autant prendre un thé. Ses yeux se sont embués. Vraiment ? Vraiment ? Mais ne t'attends pas à ce que tout soit effacé. Je ne m'attends à rien, je te le jure. Elle est entrée dans le chalet. Elle a regardé autour d'elle. Le mobilier simple, les aquarelles accrochées au mur, les rosiers en pot sur la terrasse, la vue sur l'Audet. C'est beau, maman. C'est vraiment beau. C'est chez moi. Vraiment chez moi. Nous avons bu le thé en silence au début. Un silence pesant, chargé de tous les mots non dits. Puis, petit à petit, nous avons commencé à parler. Pas du passé, pas de Paris, pas de la maison, juste du présent. Elle me parlait de Van, de son nouveau cabinet, d'une vieille dame qu'elle aidait à récupérer sa retraite volée par son fils. Je me suis dit que c'était ironique. J'aide les gens contre leurs enfants ingrats, alors que je suis l'enfant ingrate par excellence. Tu es en train de changer, lui ai-je dit. C'est ce qui compte. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas encore. Mais c'est un début. Elle est repartie au bout d'1 heure. Avant de monter en voiture, elle s'est retournée. Je peux revenir ? Un jour ? On verra. D'accord. Merci, maman. Merci d'avoir accepté de me voir. J'ai hoché la tête. Elle est partie. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout du chemin. Colette avait raison. Les limites, une fois établies, on pouvait choisir de les rouvrir. Ou pas. Petit à petit. À son rythme. Sans se forcer. Sans oublier. Mais sans se fermer non plus complètement. L'automne est arrivé. Les feuilles des arbres le long de l'Audet ont pris des teintes d'or et de rouille. J'ai fêté mes 73 ans toute seule. Enfin, pas complètement. Louise, la petite de la bibliothèque, m'avait fait un dessin. Pour Dame Simone, la meilleure raconteuse d'histoire. Je l'ai accroché sur mon frigo. Mathilde m'avait envoyé une carte, manuscrite. « Joyeux anniversaire, maman. Je pense à toi. Je t'aime. »
et un paquet. À l'intérieur, un châle en laine brodée, fait main. Je me suis inscrite à un cours de broderie. C'est nul, mais j'essaie. Comme toi avec l'aquarelle. J'ai souri. Nous avions parlé 3 fois au téléphone depuis août. Des conversations courtes, maladroites, mais réelles. Elle me racontait ses cas juridiques. Je lui racontais mes aquarelles ratées. Nous évitions soigneusement les sujets qui blessent. Pour l'instant. Un jour, peut-être, nous pourrions parler de Paris. De cette porte qui claque. Du mot « mendiante » de la maison vendue. Mais pas encore. Pas maintenant. Le pardon n'était pas un sprint. C'était un marathon. Et j'avais le temps. Désormais. En novembre, j'ai reçu une lettre de l'Institut de cardiologie de Bretagne. Il m'informait que mon don avait permis de financer une étude importante sur les valvulopathies et qu'une nouvelle technique moins invasive était en cours de développement. Grâce à vous, madame, des dizaines de patients pourront bénéficier d'une meilleure prise en charge. J'ai pleuré en lisant ces lignes. Mon argent servait. Ma décision servait. J'ai aussi appris que les Brillants avaient fini les rénovations à Penmarch. Ils avaient organisé une pendaison de crémaillère et m'avaient invité. Vous serez toujours la bienvenue dans votre maison, Madame Leblanc. J'ai hésité, puis j'ai accepté. J'y suis allée un samedi de novembre, la pluie battante typique de la Bretagne. La maison était méconnaissable, moderne, lumineuse, les volets blancs, la véranda vitrée, le jardin redessiné. Ce n'était plus ma maison, mais elle était aimée, habitée, vivante. Madame Brillant m'a serrée dans ses bras. Merci de nous avoir confié ce trésor. On en prend soin comme vous l'avez fait. Je le vois, c'est magnifique. J'ai bu du cidre avec eux et leurs amis. Nous avons ri. Ils m'ont raconté leurs projets. Transformer le grenier en atelier d'artistes. Accueillir leurs petits-enfants l'été. Vieillir ici, face à la mer. En repartant, j'ai regardé la maison une dernière fois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas eu mal. J'ai juste pensé. C'était bien. Et maintenant, c'est autre chose. Et c'est bien aussi. Décembre. Noël approchait. Quimper se couvrait de guirlandes lumineuses. Les vitrines des magasins exposaient et des crèches bretonnes. L'odeur de pain d'épices flottait dans les rues. J'ai organisé un petit réveillon au chalet. Juste Colette, Yves le pépiniériste et 2 dames de l'atelier aquarelle. Nous avons mangé des huîtres, des Saint-Jacques, un chapon rôti. Nous avons bu du muscadet. Nous avons chanté des vieilles chansons bretonnes. C'était simple, c'était joyeux. À minuit, nous avons trinqué. Colette a levé son verre. À Simone, à la vie, à tout ce qui recommence, à tout ce qui recommence, ai-je répété. Mon téléphone a vibré. Un message de Mathilde. Joyeux Noël, maman. Je suis seule ce soir, mais je pense à toi. J'espère que tu es heureuse. Tu le mérites. J'ai réfléchi, puis j'ai tapé. Joyeux Noël, ma fille. Je ne suis pas seule. J'ai des amis, une vie. Et peut-être que l'année prochaine, si tu veux, tu pourras venir. On verra. On verra. Pas oui, pas non. Juste, on verra. Un espace de possibilités. Une porte entr'ouverte. Pas grande ouverte. Pas fermée à clé. Juste entr'ouverte. Elle a répondu immédiatement. Merci, maman. Merci de me laisser cette chance. Je l'accepte. Peu importe le temps que ça prendra. Janvier 2026. 1 an jour pour jour, depuis mon diagnostic. J'étais assise sur ma terrasse, emmitouflée dans le châle brodé par Mathilde. Une tasse de thé fumant entre mes mains. Le héron était là, fidèle. L'Odet coulait, indifférente et éternelle. Mon cœur battait régulièrement, fort, vivant. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La maladie, Paris, l'humiliation, la décision, la vente, la chirurgie, la renaissance. Mathilde qui revenait, doucement, à pas de loup, sans forcer. Certaines personnes diraient que j'avais été cruelle. D'autres que j'avais été courageuse. Certaines que j'avais eu tort. D'autres que j'avais eu raison. Mais au fond, qu'importait. Ce n'était pas leur vie, c'était la mienne. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je la vivais vraiment. Je ne savais pas si Mathilde et moi retrouverions un jour la relation mère-fille que nous avions eue autrefois.
Probablement pas. C'était brisé. Certaines choses ne se réparent jamais complètement. Mais peut-être que nous pourrions construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de plus honnête, basé non pas sur l'illusion que l'amour maternel suffisait à tout, mais sur le respect, sur la réciprocité, sur la reconnaissance, peut-être. J'ai ouvert mon carnet d'aquarelle. J'ai commencé à peindre. Pas la mer cette fois, pas le passé, mais la rivière devant moi. L'eau qui coule, qui avance, qui ne s'arrête jamais. L'eau qui ne revient pas en arrière, mais qui continue, toujours, vers quelque chose de nouveau. Le pinceau glissait sur le papier. Les couleurs se mélangeaient. Bleu, vert, or, lumière. J'étais Simone Leblanc, 73 ans, institutrice retraitée, mère d'une fille compliquée, femme libre, vivante. Et j'étais heureuse. Pas du bonheur naïf de celles qui croient que tout finit bien, mais du bonheur lucide de celles qui savent que la vie est compliquée, que les gens peuvent nous blesser, que l'amour ne suffit pas toujours, mais que même après tout ça, on peut choisir de se lever, de recommencer, de construire quelque chose de beau avec les ruines. J'ai regardé ma peinture. Colette aurait dit qu'elle était pleine d'émotions. Elle aurait eu raison. Le héron a soudain plongé. Il a attrapé un poisson, l'a avalé, puis il s'est envolé dans le ciel gris de Bretagne, ses grandes ailes déployées. J'ai souri. Moi aussi, j'avais appris à voler. Épilogue. 3 ans plus tard, le printemps 2029 était particulièrement beau. Les rosiers de mon jardin explosaient de couleurs. Rouge carmin, rose, poudré, blanc, immaculé. Yves avait raison. Ils avaient juste eu besoin d'amour et de liberté. Comme nous tous. J'avais 76 ans maintenant. Mon cœur tenait bon. Mes aquarelles s'étaient améliorées. Colette disait que j'avais trouvé mon style. J'avais même vendu 2 tableaux lors d'une exposition collective à Quimper. Rien d'extraordinaire, mais la fierté que j'avais ressentie était immense. Et Mathilde, elle venait me voir une fois par mois. Pas plus, pas moins. Nous avions trouvé notre équilibre. Nos visites duraient quelques heures. Nous buvions du thé, nous parlions, de tout et de rien. De son travail à Vannes, elle s'épanouissait dans cette pratique du droit plus humaine. De mes aquarelles, du héron que nous essayions de photographier ensemble. Nous ne parlions jamais de Paris, jamais de « j'ai une tête de banque », jamais de la maison vendue. C'était dans le passé, enterré. Pas oublié, jamais oublié, mais rangé dans un tiroir fermé à clé. Elle m'avait demandé pardon 100 fois. Je lui avais dit « Je sais, c'est suffisant maintenant ». Le pardon n'était pas un événement. C'était un processus, long, difficile, inégal. Certains jours, je la regardais et je voyais encore cette femme qui m'avait chassée. D'autres jours, je voyais une fille qui essayait vraiment de devenir meilleure. Et peut-être que c'était ça, la vraie sagesse. Accepter que les gens étaient ma complexe, qu'ils pouvaient être cruels, essayer de s'améliorer, qu'on pouvait aimer quelqu'un, avoir besoin de distance, qu'on pouvait pardonner sans jamais complètement oublier. Ce jour-là, Mathilde était assise sur ma terrasse. Elle tenait Louise, maintenant 8 ans, sur ses genoux. Ma petite Louise de la bibliothèque. Mathilde lui lisait une histoire. Il était une fois une petite fille qui habitait près de la mer. Louise riait. Mathilde souriait. Je les regardais de loin, depuis ma cuisine, où je préparais des madeleines. Les vraies, celles que je n'avais plus refaites depuis Paris. Mais aujourd'hui, j'en avais eu envie. Mathilde a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés. Elle a souri, un sourire fragile, reconnaissant. J'ai hoché la tête. Les madeleines sortaient du four. Elles sentaient le beurre et la fleur d'oranger. Exactement comme avant. Mais rien n'était plus comme avant. Et c'était bien ainsi. J'en ai pris une, les mordus, le goût de l'enfance, le goût des souvenirs, mais aussi le goût du présent, de cette nouvelle vie que j'avais choisie. Dehors, Louise criait « Encore une histoire, encore !» Mathilde riait. « D'accord, mais après, on aide Dame Simone avec les madeleines. » Dame Simone.
plus maman devant les autres. C'était notre accord tacite. Elle m'appelait maman quand nous étions seuls, Simone devant les autres. C'était étrange, mais c'était notre manière de reconstruire, petit à petit, brique par brique. Le héron est passé devant la terrasse, majestueux, libre. Je me suis assise avec elle. J'ai tendu le plat de madeleine. Louise en a pris une en poussant un cri de joie. Mathilde en a pris une aussi, l'a mordue, a fermé les yeux. Elles sont exactement comme dans mes souvenirs, a-t-elle murmuré. Les souvenirs sont parfois plus doux que la réalité, ai-je répondu. Parfois, mais pas toujours. Nous nous sommes regardés. Un regard long, chargé. Puis elle a tendu sa main par-dessus la table. J'ai hésité, puis j'ai posé ma main sur la sienne. Quelques secondes, pas plus. C'était suffisant. C'était un début. Le soleil déclinait sur l'audet. Les oiseaux chantaient. Louise mangeait sa madeleine en se barbouillant le visage. Mathilde riait. Et moi, Simone Leblanc, 76 ans, cœur réparé, vie reconstruite. Je me suis dit que oui. Oui, j'avais bien fait. De tout. De la vente, de la coupure, de la distance, du retour progressif, de cette nouvelle relation imparfaite, mais honnête. Parce qu'au bout du compte, ce n'était pas la maison qui comptait. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas le pardon. C'était le respect de soi. Le respect mutuel. Et la liberté de choisir sa vie, même quand ça déplaisait aux autres. J'avais appris à voler. Tard, très tard. Mais j'avais appris. Et c'était tout ce qui comptait. Ma fille a dit « De l'argent pour ta chirurgie ? J'ai une tête de banque ?» et m'a expulsée en criant, en sortant de là. J'ai vendu la maison et tout l'héritage. Quand ils l'ont découvert, ils m'ont appelée désespérée. Mais c'était trop tard.